Philippe-Joseph Salazar est un chasseur méthodique et tenace. Son gibier de prédilection est le verbe creux et par les temps qui courent, il prolifère, disons-le. Dans Blabla République, le philosophe et rhétoricien s'attaque au discours politique français, mais aussi médiatique et intellectuel, ou plutôt à ce qu'il en reste. Bonsoir Philippe-Joseph Salazar, merci d'être avec nous. Votre livre Blabla République au verbe citoyen est publié aux éditions Le Mieux. On va commencer peut-être par une question d'actualité. On imagine que vous suivez la campagne électorale française. Est-ce qu'il y a quelque chose, s'agissant justement de la parole des candidats, qui vous a heurté? Ce qui m'a frappé, j'ai suivi la campagne américaine de Trump vraiment dès le début. Ouais. Ce qui m'a frappé, ce sont les parallèles entre la parole creuse mais effective de Trump et la parole creuse et effective de M. Macron. Et je vous donnerai un exemple. Récemment, M. Macron, dans un meeting, a fait placarder électroniquement « Je vous aime, je vous aime ». C'est exactement une reprise de Trump qui finissait toujours ses discours en disant « I love you, I love you ». Et aussi l'usage de mots qui n'ont rien à voir vraiment avec le personnage et le programme. Trump appelait ce qui allait avec lui un mouvement, qui est un terme de gauche. Enfin, on parle de mouvements sociaux, donc ça n'a rien à voir avec l'image publique de Trump, qui est, comme vous le savez, pour la middle class américaine, essentiellement blanche, disons des choses blue collars et travailleurs, et M. Macron qui se met sous l'égide d'une révolution. Donc c'est cette capacité creuse d'employer des mots à contre-courant, de manière inattendue et qui captive l'imagination, mais qui reste creux, parce que le programme de M. Macron, autant que je sache, n'est pas révolutionnaire, et le programme de Trump n'était pas un mouvement social. Alors, dans ce livre, vous décortiquez donc le blabla des politiques français, des élites et des médias. Pour bien poser les choses, Philippe-Joseph Salazar, qu'est-ce qui caractérise ce langage comme ça de manière plutôt générale? De manière plutôt générale, ce que j'ai constaté en regardant les sites du Web 2, c'est-à-dire le web interactif, Twitter, Facebook, non pas le Web 1 qui est simplement placardé sur l'Internet, ce qu'on peut mettre sur des murs, mais le Web 2, c'est à quel point le langage qui a été développé pour parler technique, la syntaxe, la grammaire, le vocabulaire, les modes d'expression développés sur Internet, surtout sur Twitter et Facebook, ont été repris consciemment ou inconsciemment dans le discours politique. Un exemple flagrant est comment M. Valls, lorsqu'il était encore un challenger, n'est-ce pas, il parlait en tweets. Même lorsqu'il donnait des discours, c'était une série de tweets. Des discours hachés, en quelques mots, quelques phrases, extrêmement répétitifs. Et ça, c'est une nouveauté. Traditionnellement, la parole oratoire en France, pensez à De Gaulle, ce sont de longues phrases, avec des intonations, avec des acmés, avec des codas. Ouais. On n'est plus dans ce domaine-là. Monsieur Fillon s'y est essayé lors de son discours d'exonération. Et ça passait assez mal quand même, et il y avait au milieu du discours une belle bévue rhétorique, que je ne vous dirai pas à l'antenne. Ouais. Tiens, j'avais prévu la question un peu plus loin dans cet entretien, mais juste sur Twitter, justement, gazouillis, pour être parfaiement francophone, vous soulignez qu'un gazouillis d'oiseau, c'est tout simplement jacasser. Oui, c'est jacassé, c'est ça. Tweet en anglais, c'est un cuicui, en langage populaire, c'est gazouiller. C'est aussi raconter n'importe quoi. Un tweet, c'est un C 3 étoiles, n'est-ce pas? Donc, c'est très intéressant, le tweet. C'est vraiment dire ce qui vous passe par la tête sur le moment. Et c'est bien ça le problème. Et dans le livre, ou dans le bouquin, si vous voulez, ce que j'explique, c'est qu'il semble que les politiciens qui tweetent ne réfléchissent pas à ce qu'ils écrivent. Ni les communicants qui sont là à manipuler le tweet. Il ne faut pas s'imaginer que M. Trump, à 3 heures du matin, fait des tweets. C'est une de ces 3 équipes de communication qui fait ça. Et en fait, donner l'impression qu'on ne réfléchit pas à ce que l'on écrit dans un tweet ajoute à la valeur d'authenticité. Et ça permet de créer un buzz et d'occuper l'antenne pendant un certain temps. Alors, République, laïcité, vivre ensemble, voilà certains mots que l'on entend beaucoup, qui sont vidés de leur sens, qui sont devenus galvaudés. Tiens, prenons le vivre ensemble. On l'entend d'ailleurs beaucoup en ce moment avec les tensions qu'il y a en banlieue parisienne, avec cette tragédie vécue par le jeune Théo. Ce mot, est-ce que vous pouvez nous dire ce qu'il renferme? Pourquoi est-ce qu'il est utilisé ainsi depuis 15 ans environ en France? Ah oui, c'est extrêmement intéressant, vivre ensemble. Dans la tradition, nous vivons dans une république, dans la Ve République.
Et la République a des prémices, comme on dit dans tout argument. C'est-à-dire une base sur laquelle on construit des arguments et des arguments politiques. Et les prémices fondamentales de notre République, c'est liberté, égalité, fraternité. Ces trois mots ne sont pas des valeurs, comme le disent les hommes politiques. Les valeurs, ça rappelle la valeur marchande. Ce sont des vertus. Lorsque la République s'est fondée et lorsqu'elle a été réactualisée après la Seconde Guerre mondiale, et réactualisée par le général de Gaulle, et la Constitution que nous avons, qui est la règle du jeu, c'est notre règle du jeu, il n'y en a pas d'autre, liberté, égalité, fraternité, sont organisées comme un argument. La liberté dont il est question dans notre République est une liberté qui est intolérante de la liberté religieuse. Je ne vous rappelle pas les massacres des prêtres sous la Révolution et la loi de séparation de l'Église et de l'État. Ceux qui sont d'accord sur cette liberté deviennent égaux entre eux. C'est cela l'égalité républicaine. Et ceux qui pratiquent cette liberté et cette égalité sont dignes de fraternité. Donc la fraternité républicaine n'a rien à voir avec le vivre ensemble. Ça, c'est transformer une vertu politique en une valeur politique. Et vous savez que la valeur, ça va et ça vient selon le cours du marché. C'est bien le règle d'une valeur à la bourse, au stock exchange. Voilà le problème. Le problème du vivre ensemble, c'est la dévaluation d'une vertu républicaine en une valeur d'échange. Et vous écrivez notamment « L'hyperparole a fait des ravages. Il faut sérieusement s'inquiéter de ces phraseurs politiciens qui constituent le vrai danger de l'époque. » Quel est ce danger, au fond, de voir ce flot de verbes creux ? Le plus grand danger, c'est qu'on continue, et je vais être assez violent, à abêtir la citoyenneté. Lorsque nous nous plaignons que nos hommes politiques sont corrompus, font mal leur travail, vous connaissez n'est-ce pas, la rengaine, la litanie habituelle, nous oublions que nous-mêmes, en tant que citoyens, nous sommes corrompus parfois. Je vous donne un exemple, et ça c'est un cas d'hyperparole. Les électeurs de gauche qui sont allés voter à la primaire de droite se sont engagés, dans l'esprit et dans la lettre, à respecter certaines valeurs de droite. Partager, oui. Leur vote est donc un vote corrompu. Ils ont porté atteinte au suffrage universel en faisant ce geste sans éthique, ce geste corrompu en tant que gauche, aller voter à droite. Et je voudrais bien que mes concitoyens de gauche qui sont allés voter à la primaire de droite se rendent compte de ce qu'ils ont fait. Ce qu'ils ont fait est similaire à un homme politique qui viole ses promesses. Alors que fait l'hyperparole? C'est qu'elle invente tout un enrobage de mots, d'expressions qui permettent de nous faire oublier ce genre de responsabilité, comme la Fashion Week d'été veut nous faire oublier l'hiver. Voilà le danger de l'hyperparole, et c'est typiquement français. Le vocabulaire politique, le discours rhétorique politique anglais est beaucoup plus restreint de cette manière-là, car c'est une démocratie parlementaire. Et nous ne sommes pas dans une démocratie parlementaire. Alors, vous expliquez notamment qu'en France, vous nous apprenez que l'apprentissage de la rhétorique dans les écoles publiques n'existe plus depuis un siècle. Alors, je vous demande, Philippe-Joseph Salazar, est-ce qu'il y a un tournant dans cette dérive sémantique de la parole en France? Ce qui s'est passé au début du siècle est un phénomène extraordinaire. Au moment où on sépare l'Église, c'est-à-dire en gros le catholicisme, l'Église de l'État, 1905, 2 ans avant, on enlève la rhétorique de l'enseignement secondaire. Une des raisons avancées d'ailleurs durant les débats sur la séparation de l'Église et de l'État, c'est que l'enseignement de la rhétorique qui faisait culminer l'enseignement secondaire et ouvrait vers le supérieur était un instrument entre les mains de l'Église. Donc c'était extrêmement bien perçu. Et on a remplacé la rhétorique par la philosophie. Quel est le dommage qui a été causé? Le dommage qui a été causé, c'est que les enfants à l'école, disons à partir de l'âge de 16 ans, on ne les entraîne plus, on ne les forme plus à apprendre ce qu'est un débat contradictoire. Le principe du débat contradictoire est que si vous me dites quelque chose qui ne me plaît pas, ma première réaction, ce n'est pas de dire non, mais c'est d'essayer de comprendre intérieurement pourquoi vous dites ça. Oui. C'est-à-dire d'aller vers vous. Et voilà ce qui s'est perdu. Et voilà pourquoi, en gros, nos débats... Quand la génération qui était encore au pouvoir, disons jusqu'à De Gaulle et Mitterrand, avait été encore formée d'une manière ou d'une autre à la rhétorique, ces générations ont disparu. Oui. Et c'est pour ça que nous avons cette espèce d'ébullience verbale
qui n'est pas du débat et qui n'est pas de la parole publique. Alors c'est un livre dans lequel vous n'épargnez pas grand monde, y compris vos confrères philosophes. Il y a un chapitre qui s'appelle « Le philosophe à l'interphone ». J'aimerais en lire un extrait. Vous dites « Il y a plus dans cette relation de parole entre le philosophe et le journaliste, dans le plaisir qu'éprouve le philosophe face au journaliste, dans cette interaction inédite entre journaliste et philosophe. Sans le journaliste, dites-vous, le philosophe ne peut pas parler en public, sauf à monter sur une barricade avec un mégaphone. Mais le temps du mégaphone a passé, voici venu le temps de l'interphone, le temps de la barricade aussi, voici le temps du postérieur sur la sellette d'un animateur. » En quoi, selon vous, le philosophe est-il aussi, d'une certaine manière, emblématique de cette dérive? Le philosophe, disons le vrai philosophe, n'est-ce pas, a une passion. Et la passion d'un philosophe, c'est de faire réfléchir ses concitoyens à certains problèmes, certaines idées. La fonction d'un philosophe n'est pas de résoudre des questions, mais d'ouvrir les questions pour les rendre encore plus complexes. Le journaliste type animateur, je ne vous mets pas dans la catégorie des journalistes, mais les animateurs, n'est-ce pas? Vous savez, ces émissions avec un plateau, il y a toujours le clown blanc, le clown rouge, on applaudit parfois, le polichinelle, la colombine et l'animateur qui rigole d'un sourire botoxé. Bon, vous connaissez le système. Lorsqu'ils ont un philosophe, disons un intellectuel face à eux, ils veulent une réponse immédiate. Tout de suite, c'est-à-dire une réponse qui va durer le temps de l'émission. Et on passe à autre chose. Et malheureusement, on voit un certain nombre de philosophes, par ce souci qu'ils ont du bien public. Et la seule manière, s'ils ne veulent pas rester enfermés dans les amphithéâtres à parler des étudiants de licence, c'est de passer à la télé ou à la radio. Et donc, dans ces émissions populaires, c'est de se prêter au jeu de la réponse immédiate. C'est-à-dire vous êtes pour ou contre l'état d'urgence, mais au fond, derrière, de ne pas chercher à savoir quel est l'impact. Et puis on passe au dernier film de machin truc. Voilà. Et on demande évidemment à une people ce qu'elle pense de l'éthique et de la dignité. Et une people, évidemment, ne connaît rien à ça. Chacun son métier. Voilà le problème. Voilà le problème. C'est ce parasitage constant des intellectuels qui ont quelque chose à dire par les animateurs. Merci beaucoup au Verbe citoyen. Vous appelez donc à une prise de conscience face à cette dérive donc du langage et de la parole creuse. Blabla à République, c'est chez Éditeur, aux éditions Le Mieux Éditeur. Merci d'avoir été avec nous, Philippe Joseph Salazar. Merci.